Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, la violence conjugale, les victimes des violences conjugales. Et tout d'abord, qu'est-ce que la violence conjugale? Et avant de commencer la discussion, je vais juste vous lire cette définition pour qu'on soit bien sûr de tous parler de la même chose. La violence conjugale est un rapport de force où un homme, dans la très grande majorité des cas, exerce des pressions sur sa partenaire dans le but de la contrôler et de s'assurer qu'elle ne le quittera pas. Elle se présente sous différentes formes, verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, ainsi que sur le plan économique par des actes de domination. La manifestation de la violence conjugale peut aller jusqu'à l'homicide. Et la violence conjugale n'est pas quelque chose de si rarissime que ça. Il y a des chiffres complètement effarants quand on va voir sur Internet. Tu m'as dit, Evelyne... Une femme sur 3 qui, dans sa vie... a subi ou va subir des violences. Ouais. Donc c'est quand même pas un cas isolé et je pense que c'est important en tant que femme de pouvoir adresser ce sujet et de pouvoir apporter des solutions. Et on reçoit aujourd'hui Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Annabelle, merci de ton qui est ma invitation. belle-sœur, qui est ma chère belle-sœur. Et vous voyez, cette jeune femme radieuse, épanouie et magnifique a vécu un passé de victime de violences conjugales et elle a accepté de venir nous partager son expérience courageusement pour vous aider, vous qui vivez peut-être ces violences conjugales, à voir qu'il y a un espoir et à trouver une solution comme Stéphanie a trouvé une solution. Donc Stéphanie, c'est vrai que quand on te voit comme ça, on ne s'imagine pas qu'il y a un passé aussi noir, aussi violent. Quand je te parle de violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques, tu sais de quoi je parle? J'ai connu tous ces moments, en fait, durant... ça fait quelques années maintenant. Et c'est vrai que ça commence... Vas-y, tu vas décrire. C'est la première fois qu'elle en parle publiquement, donc c'est pour ça que c'est beaucoup d'émotions. Oui, mais... je ne pensais pas que ça allait venir aussi vite. En fait, ça a commencé, c'était il y a quand même plusieurs années. Hein. Il y a plusieurs années, ça fait maintenant plus de 15 ans. Parce plus de 15 ans, et puis ça a duré plusieurs années. Ça a duré 5 ans, en fait. Quand j'ai rencontré cette personne, au début, c'était parfait, c'était le couple, ça se passait très bien pendant les 2 premières années. Et puis, ça a commencé, en fait, par des amusements. C'est, comme on dit chez nous, on cherchait à se casser, qui se cassait plus que l'autre, mais toujours autour de personnes. Et là, il cherchait déjà l'humiliation. Et après, il me mettait par terre pour m'humilier. Et donc ça, c'est vraiment les premières étapes de violence. Pour moi, c'était vraiment des violences. Et l'humiliation, c'était quelque chose de très difficile. Surtout, je prends un autre exemple, on était à la plage avec plusieurs amis. Et là, il m'a mis toute nue. Mais vraiment, parce que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas aller à la plage. Donc, il m'a mise toute nue. Mais là, c'était encore l'humiliation. Et après, ça s'est passé par des gifles ou des coups de poing. Mais qu'est-ce qu'on se dit la première fois qu'il t'a mis une claque? Qu'est-ce que tu t'es dit? Alors moi, c'était mon premier grand amour. Donc je voyais ma vie qu'avec lui. Peu importe ce qui allait se passer, je me disais toujours, ça va aller. Moi, la première fois qu'il m'a vraiment fait du mal, il a pleuré, mais vraiment pleuré. Et j'étais plus triste que ce qu'il m'avait fait, en fait. Je me suis dit, mais il souffre. Tant pis pour moi, c'est pas grave, ça s'est passé, mais il n'y aura pas de deuxième. Puis finalement, il y avait une deuxième, il y avait une troisième. Mais à chaque fois, moi, en fait, à ce moment-là, je ne voyais ma vie que par lui. Vraiment, je ne voyais pas d'avenir sans lui. Donc, je continuais. Les gens autour de moi, je leur en parlais, mais en fait, ils ne comprenaient pas réellement que moi, au fond de moi, il y avait de l'amour et c'était beaucoup de compassion aussi pour lui, je pense, parce que je connaissais son histoire. Et malgré les coups, je continuais à... Et tu croyais, comme tu croyais à chaque fois que ça allait être la dernière fois? Oui et non. Oui et non. En fait... Au début, oui. Au début, oui, on se dit, non, c'est... Voilà... Ce qu'il y a aussi, c'est qu'à ce moment-là, il y avait dans sa vie la drogue. Donc la drogue n'arrange rien.
Donc au début, c'est de la petite drogue, mais après, ça passe à autre chose. Donc plus il y a de la drogue qui est présente dans un couple, et plus ça va être destructeur dans tous les domaines, finalement. Et bon, ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Après, c'est qu'on laisse, en fait, on laisse les choses se faire. On n'a pas envie de dire aux gens qui nous entourent, bah, vous avez eu raison, c'était pas un homme pour toi. Donc on veut confronter ça, on veut se dire, on se lance des défis en fait quelque part aussi. On se dit, ils disent ça, bah non, je leur prouverai que moi je peux le changer, je peux prouver que un jour ou l'autre il ira mieux et que moi aussi. Mais dans ces cas-là, de toute façon, on s'oublie totalement. On regarde d'abord ce que l'autre ressent. On voit qu'il y a une détresse chez lui, donc on s'oublie. Mais vraiment, on s'oublie totalement. On veut l'aider avant tout. Voilà, malgré les coups, malgré... moi, ce qui a été le plus dur chez moi, en fait, c'était pas les coups. C'était vraiment ce qui était psychologique. Psychologique. Voilà, on se sent plus bas que terre, on se sent... Mais tout ça mêlé d'amour. Oui. Il y a un nom pour ça, le syndrome de Stockholm. En fait, le syndrome de Stockholm, c'est quand quelqu'un qui est généralement un geôlier ou quelqu'un qui maltraite la personne, mais la personne en face qui est maltraitée se sent prise de sympathie pour cette personne et trouve des excuses à cette personne. Comme tu disais tantôt, c'est toujours dire mais c'est pas de sa faute, je connais sa souffrance, c'est parce que la personne est passée par telle situation que ça arrive dans sa vie. Et au final, la personne qui est maltraitée s'oublie soi-même et s'ouvre complètement et subit sans se rendre compte en fait qu'elle est en train de subir. Et j'ai entendu plusieurs témoignages de femmes de la communauté africaine qui témoignaient qu'elles souffraient de maltraitance, qu'elles étaient des femmes battues, mais qu'elles ne trouvaient pas elles trouvaient personne pour les entendre, pour les écouter, parce qu'il semblerait que dans certaines cultures, ce soit vraiment quasiment normal que la femme se fasse battre, et en tout cas que même si elles le vivent mal, qu'elle n'en parle surtout pas. Et puis j'ai entendu des témoignages de femmes qui arrivent en Occident, et puis là elles se rendent compte que il y a d'autres femmes qui ont parlé avant elles, il y a des organismes qui sont là pour aider, mais de ce que j'ai lu et entendu de ces femmes-là, c'est qu'elles se retrouvent un peu coincées entre une solution et puis entre la culture, la famille et tout ça. Oui, c'est vrai que parfois dans certaines cultures africaines, notamment du pays où je viens, il y a des personnes qui acceptent de se faire battre. Déjà, si on veut juste regarder à l'enfance de tout un chacun, chez nous, par exemple, on admet qu'un enfant puisse facilement être giflé, par exemple, pour imposer le respect. Donc, pas forcément parce que l'enfant a fait une bêtise, mais l'enfant peut, oui, faire une bêtise ou pas, mais pour imposer une certaine forme de respect envers ses aînés. C'est facile pour un aîné, par exemple, de gifler sur un enfant, que ce soit ton parent ou pas, d'ailleurs. Et quand je vois ça avec mon regard d'aujourd'hui, je me dis, quand quelqu'un grandit dans ces circonstances-là, c'est facile par après, si par exemple dans le couple, le mari n'a pas le respect qu'il aimerait avoir de la part de sa femme, c'est facile après pour le lui imposer de se dire « Ah mais tiens, une petite gifle ». Et là, la femme, forcément, étant faible, va se calmer. Et après, la gifle peut se transformer en coup de poing. Et le coup de poing peut devenir l'étranglement. Et l'étranglement peut devenir autre chose. Donc, je pense que tout part déjà de l'enfance, du fait qu'on accepte ces choses quand on est tout petit. Et après, justement, ça peut transformer. Et du coup, ça devient quelque chose d'assez banal et d'assez courant. Oui, c'est assez banal. Et en plus, les femmes n'osent pas en parler, justement, parce que généralement, quand on va chez quelqu'un de proche, un ami, une sœur, c'est un peu... c'est normal, on ne va pas en faire tout un plat, en fait, c'est ça. Ça peut arriver une fois, mais les autres autour ne ressentent pas forcément
cette douleur, c'est pas profond pour eux parce que soit ça ne leur dit rien parce qu'ils ne connaissent pas, soit ouais, peut-être mon mari l'a déjà fait aussi une fois, donc j'en fais pas tout un plat, quoi. Donc c'est plus ça qui ressort malheureusement. Mais peu importe votre culture, peu importe votre éducation, la violence conjugale n'est jamais une solution et vous ne le méritez jamais, ça ne devrait jamais être quelque chose de normal ni de banal. Et quand ça provoque une souffrance, c'est pas l'entourage qui a à remettre en question, c'est normal que vous puissiez en souffrir parce que ce sont des violences qui sont faites à l'égard de votre personne, à l'encontre de votre personne et c'est normal que vous en souffriez et c'est normal aussi que vous souhaitiez que ça s'arrête et trouver une solution. Donc vraiment, je tenais à ce que ce soit clair aussi, parce que comme tu l'as dit, on en parle, les gens n'en font pas tout un plat, on se dit, bon, finalement, écoute, c'est moi, je suis peut-être un petit peu chochotte, un petit peu faible. Mais c'est dangereux parce on banalise ça et puis quelque part, on ne veut pas se mêler des affaires des autres. Et puis souvent, c'est des gens qui ont une belle façade. Hein. Je sais que dans le ministère pastoral, on en a rencontré plusieurs fois des couples qui s'avèrent être violents. Hein. Et on en a eu et on en a encore. Et c'est de toutes les ethnies. Hein. On a un couple africain, on a un couple latino et on a aussi un couple québécois qui sont concernés par ce problème, parce que c'est un grave problème. Et nous, en tant que responsables de l'Église, en tout cas, nous, c'est tolérance zéro. Et on est conscient qu'il y a un vrai danger. Et ça fait quelques années, il y a une femme justement d'origine colombienne qui s'est fait tuer par son mari sur le stationnement de l'église. Donc elle s'était séparée depuis très peu de temps parce que son mari était trop violent. Elle était partie avec les enfants, il devait échanger les enfants juste pour une fin de semaine. Et sur le stationnement de l'église, il l'a tuée. Donc on est conscient qu'il n'y a pas de petite violence. Quand la violence s'installe dans le couple, ça peut vraiment aller jusqu'à l'homicide. Hein. Et c'est pas rare que ça finisse par de l'homicide. Donc si on est témoin de ces choses-là, ou si nous, c'est dans le conseil pastoral qu'on l'apprend, cette chose-là. Nous, c'est tolérance zéro et on réfère les femmes à des organismes qui les protègent. C'est qu'à Drummondville, on a un organisme qui s'appelle la Rose des Vents et dès qu'il y a une femme qui se fait battre et dont on a connaissance, on l'envoie tout de suite là parce qu'on ne peut pas prendre de risques. Parce que si ça tourne mal, on a une très lourde responsabilité. Et on a même une responsabilité juridique, c'est non-assistance à personne en danger. Et toi, Stéphanie, comment... d'une claque à des coups, est-ce que tu as pensé à un moment donné que tu pourrais mourir aussi? Ah mais j'ai failli y passer, en fait, il était militaire, donc il s'entraînait sur moi, sur il apprenait des gestes pour se battre, se défendre. Merci, mais donc il s'entraînait sur moi et une fois, du fait que je pleurais, il supportait plus, donc il m'a soufflé dans les poumons. Et les poumons, ils sont restés en bas, collés. Donc là, il a vu qu'il avait fait quelque chose qui pouvait... Donc il y a eu ça, il y a eu plein de choses. Hein. Je ne peux pas rentrer dans les détails de certaines choses. Mais bon, après, il y a le viol aussi. Hein, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de viol dans des couples. Si, c'est présent. Toute relation sexuelle qui n'est pas consentie par les deux personnes est un viol. Oui. Et ça, même dans un couple, on le vit vraiment comme une agression. Ça, c'est... Oui. De toute façon, ça, c'est... Moi, je sais que quand il agissait, je pouvais pleurer, je pouvais crier. Voilà, c'était pas grave. Mais la question qu'on se pose quand on entend ce genre de témoignage, c'est pourquoi ne pas partir? Pourquoi est-ce que tu n'es pas partie alors que tu vivais ce calvaire? Et pourquoi ne pas partir? C'est vrai que dans ces moments-là, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. On a tellement donné sa vie pour cette personne, on s'est oublié, donc on se dit, il n'y a pas d'avenir. Moi, je ne voyais aucun avenir. Déjà, dans les derniers temps, quand j'étais avec cette personne, je ne travaillais plus parce que je me suis éloignée de mes proches, donc j'étais plus loin, je n'avais plus personne à qui parler. Donc j'avais déménagé dans une autre région. Et donc moi, il me séquestrait à ce moment-là parce qu'il ne voulait pas que je discute avec les personnes de l'extérieur. Et puis... Genre, il partait, il t'enfermait dans... oui, lui, il travaillait en fait, et pendant toute la journée, il me laissait dans la maison et il m'enfermait. Mais j'ai entendu le témoignage d'une femme qui disait que quand son mari partait, il l'enfermait et elle avait une paire de chaussures, il prenait une chaussure pour être sûr que... Oui, une domination totale.
Mais moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand il m'enfermait, je lui en voulais même pas. Tu cherchais même pas. Parce que je me disais, il veut me protéger quelque part. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on a tellement peu confiance des gens qui nous entourent. Voilà, donc ils m'enfermaient, mais quelque part, moi, je pensais c'était juste pour ma protection. C'était pas parce que... Enfin voilà, on s'imagine tellement de choses, on voit pas le mal. En fait, c'est ça. Même si, moi, je sais qu'il était violent avec moi, mais moi, à ce moment-là, j'avais un animal, on avait un chien, mais le chien, il recevait autant que moi. Et souvent, j'ai ces souvenirs-là que j'étais par terre, je pleurais, et le chien, il venait à côté de moi, il pleurait aussi. Donc ça, c'était vraiment... c'était dur. Et on reste par amour, comme tu as dit, mais aussi on reste par peur, la peur de tout quitter. C'est ça. Je pense que souvent, comme tu le disais d'ailleurs, Stéphanie, c'est que il travaillait, toi tu travaillais pas, t'étais exclue, t'étais seule, donc on a peur de tout quitter, on a peur de... Parce qu'au final, quand on s'en va, on perd la maison, on perd la sécurité financière. En plus, toi, tu connais ces personnes. Ouais, donc... Moi, j'avais vraiment rien, en fait. C'est ça. J'avais que lui, c'est lui qui subvenait à mes besoins. J'avais pas d'argent. Voilà, j'étais seule avec mes souffrances. Même si tu avais fui, tu te disais vers quoi pour faire quoi Parce que, en fait, je voulais même pas fuir parce que c'était pour aller vers des personnes qui m'avaient trahi aussi durant ces moments-là, parce qu'ils m'ont vu me faire être tapée et tout ça, mais ces personnes-là ne bougeaient pas. Donc, tu n'as même pas pu aller trouver refuge chez eux. Je n'avais personne à ce moment-là, vraiment personne. Les seules personnes à qui j'avais parlé, c'était ses grands-parents. Mais ses grands-parents, ils avaient tellement un amour immense pour leur petit-fils. Je comprenais, mais même quand je leur en ai parlé, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais non, tu te trompes. Il faut comprendre aussi que quand on se fait violenter comme ça par quelqu'un en permanence et puis humilier, au bout d'un certain temps, on n'a plus d'estime de soi et on n'est même pas capable d'imaginer fuir. Non, c'est ça. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on en a la force, on se sent moins que rien, on se sent faible. D'autant plus qu'il y a certaines femmes qui ont des enfants aussi avec quand les enfants sont là, c'est encore pire. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse les enfants ? Est-ce que je pars avec les enfants ? Mais je pars où ? Pour vivre où ? Dans la rue ? Pour aller dans un foyer ? Pour se retrouver seule. Et c'est sûr que c'est un isolement total. Je pense que c'est un côté, une certaine honte aussi de ne pas avoir réussi. Donc voilà, on ne veut pas exposer les choses pour pas qu'on dise, tu vois, on t'avait pourtant prévenu. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on pouvait entendre. C'est des choses qui blessent. Parce que... Les enfants sont comme quelque part pris en otage par la situation. J'ai un cas très particulier en tête et je pense qu'il est représentatif. C'est-à-dire que la femme, même si elle arrive à ramasser le peu de courage qui lui reste pour partir, elle se dit, si je pars, il va s'en prendre aux enfants. Et là, en l'occurrence, une femme qui est quand même, qui a des enfants adultes. Donc les enfants, théoriquement, ne seraient plus en danger, mais ils le sont quand même, parce qu'elle dit, si je vais me cacher, si je pars loin et que je vais me cacher, il va s'en prendre aux enfants. Et à un moment donné, elle est même revenue, elle a pris un appartement juste pour elle. Et il a réussi, c'était au 3e étage, et un jour elle rentre chez elle, pourtant il y avait quelqu'un qui avait les clés, et il était dans l'appartement. Il était rentré par le balcon. Donc je veux dire, ces femmes-là, elles sont tellement traquées, tellement pilonnées dans leur estime d'elles-mêmes, avec la menace de s'en prendre aux enfants, que c'est vraiment des femmes qui sont prisonnières, et si... Comme tu le dis, s'il n'y a pas d'aide, si les gens qui sont autour ne font rien, cette femme-là, je ne sais pas comment elle peut s'en sortir. Et toi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que il y avait personne, tout le monde avait l'air d'être là et spectateur de ta souffrance, qui était quand même extrême parce que tu es tombée faut le dire, au fond du trou au bout de ces 5 années. Il restait plus grand-chose de ta personne, tant physiquement d'ailleurs que psychologiquement. Quel a été cet élément déclencheur qui a fait qu'au-delà de la honte, au-delà de la peur, au-delà de l'amour que tu avais pour lui, tu as réussi à partir? Alors, il y a des membres de sa famille qui sont passés à l'appartement le visiter, et il s'avère que c'était un couple de chrétiens. Et je pense qu'ils ont eu connaissance de notre situation, et donc ils sont venus nous visiter. C'est là qu'ils m'ont offert ma première Bible, on les a accompagnés à un premier culte. Moi, en fait, quand j'étais à ce culte, c'est vrai que je me suis sentie bien, mais la seule chose que je faisais pendant tout le culte, c'est de le regarder lui.
pour voir si lui, ça pouvait le toucher. Je pensais pas encore à moi, je regardais sa situation. Tu cherchais même pas ton secours à toi? Non, je voulais son secours à lui avant tout. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose, mais voilà. On est rentré à l'appartement, il a recommencé à prendre sa drogue et tout ça. Et son oncle, un autre oncle, est passé, il m'a dit, si tu restes ici, tu ne repartiras plus jamais parce que tu mourras. Et ça, quand il m'a dit ça, c'est que à ce moment-là, j'étais vraiment... Je suis désolée. Ça a été vraiment un électrochoc, tu t'es dit... Comme si il me disait, enfin, t'as vu comment tu es, tu fais plus que 37 kilos, tu es encore debout, mais peut-être pas pour longtemps. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit, écoute, je vais te prendre un billet, tu vas rentrer. Tu vas rentrer en Bretagne, tu dois retourner... Et j'ai pas discuté, en fait. Je me suis dit, oui, il faut, parce que je me voyais vraiment au plus bas. Et je voyais plus de solution, finalement. Je voyais que plus ça allait, plus lui se dégradait. Et il me trompait aussi avec des personnes autour de moi. Donc, lui, il avait le droit de me tromper. Moi, j'avais le droit de parler à personne. Donc, j'avais pris conscience de tout ça. Et un soir, c'est vrai que j'étais sur le point de passer à l'acte du suicide. Et j'ai dit, Seigneur, c'est la première fois que je disais, Seigneur, il faut que tu m'aides. Je lui dis, mais on me prend pour une folle, on me prend pour une malade. Montre-moi que j'ai pas tort, que ce que j'avance, j'ai raison. Et puis, par rapport à la tromperie, justement. Et juste à ce moment-là, chose qu'on fait quand on soupçonne des choses, on fouille les portefeuilles. Mais je le faisais tous les jours, je fouillais son portefeuille tous les jours. Et puis là, ce soir-là, quand j'ai demandé au Seigneur, mais montre-moi que j'ai pas tort. Et ben j'ai regardé dans son portefeuille et là, il y avait une photo que je n'avais jamais vue. Et cette photo, c'était la personne, d'ailleurs, c'était une amie avec qui il me trompait. Et c'est ça aussi qui a fait que je me suis dit, mais il ne changera jamais. Je me détruis, mais lui, par contre, il continue. Là. Voilà, je ne voyais plus le bout. Et donc, je suis rentrée en Bretagne. Voilà, et puis j'ai essayé de me reconstruire, mais ça a été très, très long. Très long. Il a essayé de retrouver ta trace? Bien sûr. Il est revenu aussitôt. Il est revenu en Bretagne. Et il me promettait mondes et merveilles, qu'il allait changer, qu'il ne voyait pas sa vie sans moi. Et j'étais tellement... En fait, j'étais partagée entre... j'ai tellement l'espoir que ça marche. Je voulais tellement qu'il change vraiment, mais je savais que non. Parce qu'en plus, il y avait l'entourage qui était là, l'entourage que je ne supportais plus qu'il l'ait. Parce qu'il était très néfaste aussi pour le couple. Mais est-ce qu'il t'a menacé? À ce moment-là, non. Non, il a vu que ma décision... non, il m'a pas... Non, après, il essayait juste de comme si c'était la première fois, de me charmer, voilà, c'est ce qu'il a essayé, mais non, mais ça a été difficile, très, très difficile. Tu as dû quand même résister malgré les souffrances, là, oui. Et c'est parce que tu avais pris une décision ferme, quand même, que tu as pu lui dire non, parce que tu aurais pu lui dire oui. Oui, j'aurais pu, mais c'est vrai que je pense que c'était le fait aussi qu'il m'ait trompée avec une amie. Il y avait ça aussi. Ouais. Je me suis dit, mais il peut aller jusque-là. Et les amis, enfin, c'était... Après, je savais que ce n'était pas des amis pour me faire des choses comme ça, mais tout l'entourage qui était chez nous, c'était des gens qui... Toutes ces personnes-là m'ont trahi parce qu'ils étaient au courant, parce qu'ils voyaient que je souffrais, que j'étais au plus bas, mais ils ne changeaient rien parce que c'était leur pote. C'était lui le pote, c'était lui qui avait une certaine prestance, et puis moi, j'étais que la femme. Voilà, c'est ça, la fille. Donc voilà, c'était l'image qu'on peut avoir après de soi, elle est ruinée. On est au plus bas dans ces moments-là. Mais demain, on va plus parler justement de ce chemin de reconstruction, autant des violences physiques que des violences psychologiques. Comme tu as dit, ça, les deux laissent des traces et des blessures qui font tant mal. Quelquefois, fois, ça se voit moins quand c'est à l'intérieur, mais pourtant, c'est bien présent. Et puis demain, on va plus parler de ce côté-là.
Mais je voulais m'adresser encore une fois à vous, mesdames qui vivez peut-être dans cette situation difficile, ou si vous connaissez des gens, faites-leur, partagez-leur cette émission s'il vous plaît, parce que ces femmes ont besoin d'aide, et comme Anne l'a dit, quelquefois on n'ose pas se mêler de la vie des gens, et c'est vrai que d'aller frapper chez les gens, d'aller voir la personne, ça peut être quelquefois plus délicat, mais là si vous partagez cette émission là, ça peut être une manière anonyme de diffuser de l'espoir, de diffuser une solution. Donc n'hésitez pas, parce que si Stéphanie avait pu tomber sur ce genre d'émission il y a peut-être quelques années, ça aurait pu la soulager, faire qu'elle soit partie beaucoup plus tôt et qu'elle n'ait pas à endurer tout ça. Puis je peux vous dire vraiment, pour connaître en partie son témoignage, elle a vécu vraiment des choses horribles, mais c'est pas intéressant vraiment de le savoir, toute l'horreur. Mais si ça avait pu lui épargner quelques grosses souffrances, ça aurait été bien. Mais la Bible nous dit, dans le psaume 17, je fais appel à toi, car tu m'exauces, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole, montre tes bontés, toi qui interviens et sauve de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. Et ça, c'est pour vous, mesdames, qui vivez la violence conjugale. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent plein d'acharnement. Et là, je pense que vous pourrez reconnaître, et puis Stéphanie va pouvoir le dire, cette méchanceté qui peut vous environner dans votre foyer. Ils ferment leur cœur à la pitié, ils ont des paroles hautaines à la bouche, ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets de son repère. Et ça, c'est la violence, c'est cet homme violent qui est autour de vous et qui vous maltraite. Mais vous voyez ce que dit la Bible, protège-moi comme la prunelle de tes yeux. Interviens et sauve-moi de mes adversaires, moi qui cherche refuge en toi. Et mesdames, je vous invite vraiment à chercher refuge en Dieu. Il est un refuge, il est une forteresse. Il a dit dans sa parole qu'il protégeait les plus faibles, qu'il faisait droit aux plus faibles, aux femmes les plus faibles, qu'il délivrait. Et il y a un autre verset que je veux vous lire, et si vous pouvez vous l'écrire ou vous le mémoriser. Ça nous dit dans le psaume 71, « Mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent. Délivre-moi de l'homme injuste et violent. » Et Dieu répond. Stéphanie a crié à Dieu au fin fond de sa détresse. Elle a crié à lui alors qu'elle ne le connaissait pas, qu'elle avait vaguement entendu parler de lui. Et Dieu l'a délivré, Dieu l'a sorti de là. Dieu a envoyé un homme, cet oncle-là, qui lui a payé son billet pour partir. Et vous avez besoin que Dieu intervienne dans votre situation. Donc vraiment, on vous invite, mesdames, à crier à Dieu, à l'appeler et à lui demander de venir vous délivrer, à ouvrir une porte pour vous miraculeusement dans le naturel ou dans le surnaturel, peu importe, pour vous délivrer, parce que la situation que vous vivez n'est pas normale. Et il y a une solution en Dieu pour vous, mesdames, et vraiment je vous encourage de tout mon cœur et avec les femmes ici présentes à crier à Dieu. N'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas qu'il soit trop tard, criez à lui et Dieu va vous délivrer. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.